Le lieutenant Julien Legma est notre invité du jour. Il est le chef de service de la collaboration policière de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la cybercriminalité marquée ces temps-ci par la désinformation. Bonjour et bienvenue lieutenant Legma. Bonjour monsieur Kaboré, bonjour à l'ensemble donc des téléspectateurs, des auditeurs et des internautes qui nous suivent en ligne. Alors, pour entamer nos sujets, nous allons faire connaissance avec la BCLCC. Quelle est cette structure? Quelles sont ses missions? D'accord, merci. Il faut noter que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est une structure spécialisée en matière donc d'enquête sur les infractions, voilà, et en matière cybercriminelle. Et cette structure a été mise en place depuis 2020. Voilà, suite donc à plusieurs recommandations aussi bien nationales que sous-régionales. Et cela s'est eu égard donc à l'évolution assez croissante des infractions donc en matière de cybercriminalité au niveau du cyberespace national, voilà, donc burkinabé. Et là, la brigade a été mise en place pour donc répondre donc à ce défi actuel lié à l'évolution donc technologique, et donc elle est mixte. C'est-à-dire qu'elle emploie donc du personnel gendarme et du personnel policier. Cette brigade est organisée donc autour de 3 grandes divisions, à savoir une division qui est en charge donc des enquêtes. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a une victime qui se déporte donc sur notre site pour déposer une plainte, c'est cette division qui l'accueille, voilà, qui enregistre donc la plainte et qui effectivement mène les investigations liées donc à son dossier. En deuxième lieu, la première division dans ces enquêtes a besoin d'un appui technique. Et c'est à cela que la seconde division, qui est donc le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique, assure donc cet appui. Donc elle est considérée comme le bras technique donc de la BCLCC. Enfin, nous avions la troisième division, qui est la division donc qui est en charge de la planification, de la communication et de la collaboration policière. En plus donc de ces 3 divisions, voilà, et la BCLCC a connu donc une réforme donc pour cette nouvelle année. Et là, désormais, nous avions des antennes régionales de lutte contre la cybercriminalité que nous allons donc mettre en place pour être plus proches désormais donc des populations et pouvoir donc prendre donc en charge très rapidement leur cas. Mais globalement, il faut retenir que dans nos missions, c'est essentiellement de recevoir et de traiter donc les plaintes et dénonciations, voilà, de personnes privées ou voilà, de personnes publiques, voilà, et de droit privé ou de droit public, voilà. Et il y a également le fait d'apporter un appui technique, parce que notre compétence en matière de lutte contre la cybercriminalité, en fait, c'est une compétence préférentielle et non une compétence exclusive. La compétence préférentielle permet aux autres services également de pouvoir traiter des dossiers en lien avec la cybercriminalité. Et ce qui fait que nous devrons et nous engageons des actions de formation, par exemple, au profit des services de police judiciaire, que ce soit de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et nous apportons également un appui aux autres services, voilà, reliés aussi à la chaîne, voilà, la chaîne pénale. Et nous traitons également les demandes d'entraide, voilà, internationales. Nous traitons également les soins transmis en provenance, par exemple, des parquets. Et voici globalement, voilà nos missions donc et notre organisation au niveau donc de la brigade centrale lutte contre la cybercriminalité. Alors, lieutenant, quand on vous écoute, on se rend aisément compte qu'au niveau de la BCLCC, tout tourne autour de la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on pourrait définir la cybercriminalité? Pourquoi on a cette impression que c'est une menace croissante, non seulement pour le Burkina, mais pour le monde entier? D'accord, il faut noter que effectivement la cybercriminalité, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui n'est pas également juste connu au niveau du Burkina Faso, c'est à l'échelle mondiale, comme vous l'aviez si bien dit. Et donc notre mission principale, c'est vraiment thématique sur cette question donc de la cybercriminalité, et donc c'est ce qui justifie un peu, voilà, aussi donc la spécificité. Mais quand on prend donc la réglementation au niveau du Burkina Faso, notre document principal d'appui, c'est le code pénal, qui est la loi 025 de 2018.
Voilà. Et là, dans cette loi, avec la réforme de l'ancienne loi, on a pris en compte des infractions de cybercriminalité en les logeant dans un livre spécifique, c'est-à-dire le livre 7 est consacré exclusivement aux infractions donc, de cybercriminalité. Quand bien même le code lui-même n'a pas défini le concept en lui-même de cybercriminalité. Mais le code a prévu l'ensemble des infractions en lien avec la cybercriminalité en les organisant en 2 grandes catégories. Voilà. Mais il y a des lois spécifiques qui ont apporté donc des éléments donc de réponse à ce qui manque donc à travers donc à savoir la définition donc de ce concept. Quand on prend la loi 014 donc de 2024 ALT portant sécurité des systèmes d'information au Burkina Faso. Voilà, dans cette loi effectivement on appréhende donc le concept de cybercriminalité comme l'ensemble des activités criminels pour lesquels l'ordinateur et les systèmes informatiques constituent soit l'arme ou la cible. Ce qui prend en compte effectivement des infractions, par exemple les délits, les infractions de délits. Et là, à ce niveau, on parle par exemple d'escroquerie, des questions d'usurpation d'identité numérique. Il y a également les infractions liées ou les délits liés donc au contenu. Par exemple, les publications de contenu en lien avec la pédopornographie, également en lien avec par exemple les discours de haine. Ensuite, il y a également d'autres infractions spécifiques pour lesquelles, par exemple, on s'attaque directement à un système informatique ou directement à l'ordinateur. C'est par exemple quand quelqu'un, de par ses connaissances, s'attaque par exemple au système informatique d'une personne physique ou d'une personne morale. Ce qui explique peut-être la montée en puissance de la cybercriminalité ces dernières années, sommes-nous victimes de l'évolution technologique que nous rencontrons actuellement? D'accord, c'est exact, c'est aussi dû à l'évolution donc de la technologie, parce que comme on le dit, l'évolution technologique offre bien ses opportunités mais également ses inconvénients. Et donc c'est à ces inconvénients que tout pays doit donc se préparer à pouvoir donc parer ces éventualités. Alors, c'est aussi facilité par plusieurs choses parce que, comme je l'ai dit, vous voyez qu'il y a une certaine catégorisation donc des infractions. Et là, quand on observe au niveau du cyberespace burkinabé, il y a encore des types d'infractions assez basiques qui prospèrent. Quelles sont ces infractions? Il y a par exemple les questions d'escroquerie. Quand vous prenez, quand on prend genre l'identité par exemple d'une personnalité publique ou par exemple Niana. Je prends un cas spécifique, le président du Faso, par exemple, où une personne se retrouve sur Internet à discuter sur Messenger avec le président du Faso qui lui promet de l'accompagner à la réalisation ou à la mise en œuvre d'un de ses projets. Est-ce que vous trouvez qu'avec les défis actuels que nous avions, le président du Faso a véritablement un temps pour échanger directement avec un internaute, consacrer du temps pour échanger avec lui et puis lui promettre des accompagnements financiers? Il est très difficile. Alors c'est aussi dû à l'ignorance, mais aussi globalement dû à ce manque aussi d'éducation au numérique, d'éducation aux médias, parce que c'est également des champs pour lesquels il faut absolument regarder. C'est ce qui facilite. Mais également, dans certains cas, c'est dû aussi à l'appropriation véritablement du facteur sécurité numérique concernant également les entreprises. Ce qui fait que très souvent, il y a des entreprises, au regard de leur taille, sont beaucoup plus exposées, par exemple, que d'autres. Mais il faut noter et retenir que les cyberdélinquants sont perpétuellement innovants. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, pour toujours, effectivement, trouver des failles et pouvoir atteindre donc leur cible. Et c'est ce qui rend compliqué donc la tâche. Et nous, en tant que structure, nous sommes également engagés à nous mettre à jour et suivre donc véritablement cette évolution pour pouvoir apporter la réponse qui sied donc à cette menace cybercriminelle. Parlant de l'usurpation d'identité, elle se retrouve aujourd'hui à l'échelle même des institutions étatiques. Comment est-ce qu'on arrive
à aller au-delà jusqu'à de tels extrêmes? Est-ce lié à la mauvaise sécurisation d'un certain nombre de sites liés à nos institutions? Comment est-ce que les choses se passent? D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on prend, voilà, typiquement la question donc d'usurpation d'identité, actuellement, effectivement, il y a beaucoup donc de structures, que ce soit étatiques ou que ce soit des structures donc du privé qui en sont par exemple victimes. Quand on illustre avec ceux donc avec étatiques, des exemples, allez-y. Voilà. Alors, il faut noter qu'est-ce qui se passe. On va prendre donc l'exemple du ministère, par exemple, des Finances, où il y a des personnes qui ont pris, par exemple, des anciens documents. Un document en image, c'est-à-dire que ce document est un faux. Oui, c'est un faux, et c'est un faux monté de toutes pièces. C'est-à-dire les personnes prennent des anciens documents qui peuvent télécharger en ligne d'un communiqué, par exemple, du ministère, et à l'ère d'outils, voilà, techniques qui permettent actuellement de le faire, alors ils modifient le document, ils modifient son contenu, et ils maintiennent toujours les signataires, le cachet, tout est bien. Justement, quand on regarde ce document, on a la signature du ministre Nakanabo, tout le à fait, cachet et la date, avec les armoiries également. Malheureusement, et ils actualisent leurs documents pour tenir compte de l'actualité. Vous voyez que, par exemple, dans le temps, bon, voilà, avant que nous ne changions, donc, voilà, là, l'entête de nos documents administratifs, c'était Burkina Faso, Unité, Progrès, Justice. Ça a évolué à Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils se mettent également à jour, ils actualisent, par exemple, la date de signature du document pour être à jour et en phase, pour que ça soit suffisamment réaliste aux yeux donc de l'internaute pour la plupart, parce que c'est publié donc en ligne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ces personnes-là vont préalablement modifier ces documents, mais également ils vont aller par exemple sur Internet, on va prendre illustré avec Facebook, ils vont créer par exemple une page à l'image, par exemple à la dénomination presque exacte du ministère donc voilà, en charge des finances. Ça va être à des lettres près, et là Facebook va autoriser donc la création. À ce niveau, ils publient les 10 documents, et voilà, les 10 documents falsifiés. Et bon, effectivement, pour la plupart du cas, bon, on va laisser toujours un numéro WhatsApp sur lequel bon, les conversations vont continuer, ou sur lesquels vous devrez donc procéder donc à vos investissements. Pour ce document, ça invitait donc à des investissements en ligne portés par le ministère donc en charge des finances. Et c'est ce qui rend difficile pour souvent certains internautes, parce qu'ils voient effectivement une page à l'image de la page donc du ministère en charge des finances. Ils partent télécharger le logotype. Bon, pour les ministères, il n'y a pas de logo, ce sont les armoiries, et que bon, voilà, ils les mettent également en profit donc de leur page, se faisant passer pour le ministère donc des Finances. On retrouve également voilà, et la douane. Okay. Il y a également la douane à travers donc des fausses organisations donc de vente aux enchères. Et c'est une infraction qui amène assez de victimes actuellement chez nous, avec un très grand taux donc de préjudice. Alors, au niveau de la douane, effectivement, c'est le même principe. Ils ont créé plusieurs pages donc voilà, à l'image donc utilisant l'identité de la douane. Ils ont téléchargé le logotype de la douane ils ont créé leur page. Et ces personnes se permettent de prendre des anciens communiqués, ils les modifient et ils lancent. Ils publient, effectivement, et même ils investissent en boostant le contenu pour toucher le maximum donc, de personnes. Vous allez voir également que les prix donc, excusez-moi, affichés donc, au niveau donc, de ces fichiers, ce sont des prix qui sont relativement bas. Et on conditionne donc par le paiement, par exemple, d'une somme de 100 000 francs pour prendre part donc, à cette vente aux enchères, dans lequel ils précise que c'est garanti dès lors que vous payez les 100 000 francs. Donc, ça suscite davantage l'intérêt donc des internautes qui malheureusement, voilà, ça donne. Et pour la suite, ce n'est que il y a beaucoup d'autres, on leur exige même après, on va leur faire des retours. Ceux qui vont payer, on va leur faire les retours pour leur dire qu'effectivement ils ont été sélectionnés et que bon, on va organiser la date de remise. On va leur demander un paiement, par exemple partiel ou total, du prix affiché dans le communiqué.
Et là, quand il procède donc au paiement, après, les numéros deviennent donc injoignables. Malheureusement, nous avions supprimé par exemple plusieurs pages qui faisaient donc la promotion donc de ces fausses ventes. La douane en a communiqué dessus et nous avions également produit donc des articles sur voilà cette pratique. Voici déjà voilà comment ça s'illustre donc les questions d'usurpation d'identité concernant donc les structures publiques. De telles pratiques malheureusement s'en prennent aussi à l'information et on assiste à des désinformations. Est-ce que là aussi on a des exemples? Oui, et là aussi on a des exemples. Il faut noter que bon, déjà le concept donc de désinformation pour que bon avec les téléspectateurs soient sur le même niveau. Il faut dire que bon, déjà au niveau donc de la loi, il y a à partir donc de la loi 044 voilà, de 2019 qui est un modificatif donc de la loi 025 portant code pénal. Et alors, on a prévu donc une disposition en lien avec donc la désinformation. C'est vrai que c'est qualifié fausse information, mais ça rentre donc il y a plusieurs appellations, infox, intox, désinformation et tout. Alors, là, la fausse information, par exemple, c'est toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse, par exemple, d'un fait. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous publiez un contenu dans l'intention de tromper les gens, alors c'est une fausse information. Et si c'est aussi dans l'intention, voilà, de détourner, voilà, c'est une fausse information. Et là, au niveau du cyberespace burkinabé, on en assiste, par exemple, à 3 catégorisations que l'on peut prendre actuellement. Alors, il y a ce qu'on appelle donc la désinformation elle-même, voilà, qui est une des rubriques, qui est lorsque, par exemple, on fabrique le contenu, on l'a conçu dans un but avec l'intention, voilà, de nuire, basé sur des informations fausses. Là, c'est la fausse information. Il y a la malinformation, où également l'intention est de nuire, sauf qu'on prend par exemple des informations vraies, que l'on les fait sortir de leur contexte. On en a eu par exemple des cas au Burkina Faso où voilà, il y a eu un moment où on avait publié une information selon laquelle il y avait une colonne de terroristes en direction donc du Burkina, alors que en fait en son temps il n'a s'agi que voilà un regroupement de terroristes voilà dans une zone voilà qui n'était même pas voilà au Burkina. Et là bon, cette information a été utilisée et les personnes et les populations qui étaient donc à la frontière de ces zones ont commencé donc à effectuer donc des mouvements. Donc vous voyez l'information qui est effectivement vraie selon laquelle c'était un regroupement de terroristes, mais après on l'a fait sortir de son contexte et on a dit que en fait la colonne se dirigeait sur le Burkina Faso et la colonne allait s'en prendre donc aux populations donc de ces frontières. Et il y a la dernière qui est donc la mésinformation, où très souvent on se retrouve à relayer une fausse information il n'y a pas d'intention de nuire parce que la personne derrière ne sait pas au départ qu'en fait il s'agit d'une fausse information. Donc dans cette catégorisation, il faut noter que bon, on quitte le fait et c'est accentué actuellement avec des usines pratiquement à fait, où les gens, voilà, il y a des personnes, des groupes criminels qui sont là ou qui sont souvent engagés au profit des États, au profit de personnes voilà, privées selon leurs intentions, dans le but de construire uniquement des fausses informations parce qu'ils souhaitent atteindre une personne, un groupe de personnes ou un État. Est-ce que vous voyez? Et là, actuellement, le principe est accentué avec l'intelligence artificielle, avec donc les deepfakes. Vous avez vu qu'on a fait porter, par exemple, des contenus à vos confrères, par exemple, les journalistes, qui se retrouvaient à porter des informations comme quoi c'était lors, par exemple, du journal, où on prend M. Kaboré, au Dej Info, et on lui fait porter un contenu qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais dit. Et on donne tout ce contenu, on l'habille de sorte qu'il soit hyper réaliste. De sorte à ce que, voilà, que ce soit au niveau de la voix, votre voix est utilisée, votre apparence est utilisée, et voilà, on vous fait porter quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et sur cet exemple, le tribunal de l'actualité en a été victime. Le juge Bernard Bougmé et le juge Geoffroy Vaha se rendront compte justement avec cet exemple où effectivement l'image, la voix a été utilisée pour faire la promotion d'un produit, alors que ce sujet n'avait jamais été évoqué au cours des audiences du tribunal de l'actualité. Par rapport à ces désinformations, on se rend aussi compte que les institutions publiques sont encore visées. On a vu certains sur la chaîne publique
Tout à fait. Au niveau de la page Facebook, il y avait des contenus qui ont été divulgués faisant croire que cela relevait de la RTB. Le service d'information du gouvernement n'a pas échappé. Nous avons en image, par exemple, celui de la RTB. Comment également le citoyen pourrait se rendre compte que c'est du fake? D'accord, déjà comment se rendre compte que c'est du fake, il faut comprendre comment ça s'est passé. En fait, effectivement, nous avions même communiqué sur notre page Facebook dessus. Il y a une forte campagne actuellement de désinformation qui est en cours et ça vise effectivement les institutions de l'État où on les fait porter certains contenus et même certaines personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On utilise par exemple effectivement pour la RTB, on va prendre le logotype de la RTB. Il y a des plateformes malheureusement accessibles et gratuites, qui offrent des versions gratuites et des versions payantes pour avoir plus de fonctionnalités qui permettent par exemple à des personnes d'intention mauvaise d'y aller. Et là, quand ils téléchargent par exemple le logotype de la RTB sur la plateforme, ils choisissent le type de publication, la plateforme sur laquelle ils souhaitent publier. Si c'est un post Facebook, on peut même simuler des échanges WhatsApp, ou bien si c'est un post sur un autre réseau social. Et là, c'est ce qui s'est passé. On prend le logotype, on prend la dénomination exacte de la structure visée, on part sur cette plateforme, on télécharge le logotype, on met la dénomination. Donc la plateforme permet d'inventer le contenu. Donc vous rédigez le contenu à caractère toujours viral qu'il souhaite, et là il a même la possibilité de définir le nombre de j'aime, le nombre d'interactions globalement, le nombre de j'aime, le nombre donc de commentaires, le nombre donc de partages qu'il souhaite. Et quand ils finissent, il télécharge donc ce post-là qui va donner une impression suffisamment réelle. Il est très difficile de s'en rendre compte. C'est pas un contenu modifié, mais c'est un contenu fabriqué, conçu. Alors que ce que nous avons vu en image tout à l'heure, c'est totalement du fake. La RTB n'a jamais publié un tel communiqué relayé depuis la présidence du FASO. Quel est le risque encouru par ceux qui s'adonnent à de telles pratiques? Le risque encouru, par exemple, en ce qui concerne donc la désinformation globalement, il faut noter que lorsque effectivement vous êtes reconnu coupable donc d'avoir relayé, partagé ou conçu, diffusé un tel contenu, vous risquez entre 5 ans et une année et 5 ans d'emprisonnement et une peine d'amende d'1 million à 10 millions de nos francs CFA. Lorsque vous diffusez donc de tels contenus. Mais quand il s'agit par exemple d'usurpation d'identité, alors vous risquez pratiquement, ce sont les mêmes peines. Lorsque vous usurpez l'identité numérique d'une personne ou d'une structure, vous risquez aussi, c'est 1 an, 5 ans, 1 million à 10 millions donc de francs CFA. Alors, par rapport à tous ces aspects, quand on regarde, est-ce que aussi la personne qui partage une fausse information est aussi passible d'un certain nombre d'amendes et tout? Dans certains cas, vous pouvez effectivement, votre responsabilité pénale pourrait être engagée parce que quand vous lisez la disposition, on dit quiconque publie ou relaie. Donc dans le relais, il y a le partage. Donc si vous aviez relayé dans le sens donc avec une intention de nuire, il est bien évidemment clair que votre responsabilité pénale pourrait donc être engagé. C'est pourquoi, véritablement, pour certaines informations dont on a connaissance, il est véritablement préférable, si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, d'éviter donc leur relais. Et ce type de personnes, pour certaines catégories de personnes, peuvent tomber effectivement dans la mésinformation, relayer une fausse information et ils n'ont pas d'intention coupable. Mais il y en a qui relaient avec une intention coupable, avec l'intention de nuire, de donner à la viralité au contenu. Et même souvent en disant qu'effectivement, il y en a, on a vu des posts de personnes qui vont par exemple dire, si par exemple ils ont reçu des fonds d'un groupe criminel, où ils vont par exemple venir certifier qu'ils ont fait la capture sur la page de la RTB, du service d'information du gouvernement, de l'état-major, des armes. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est comme si, effectivement, vous venez attester alors que c'est du faux. Votre responsabilité pénale est engagée. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la BCLCC pour mettre fin à de telles pratiques? Pour mettre fin à de telles pratiques, c'est véritablement, en premier lieu, c'est la sensibilisation, parce que c'est comme je l'ai signifié, il y a besoin et matière que nos populations soient informées que tout ce qui est dit sur Internet n'est pas vrai,
qu'ils le sachent. Également qu'ils soient des citoyens numériquement responsables pour ne pas partager toutes sortes d'informations ou commenter dans le but de soutenir des informations qui peuvent avoir l'allure vraie mais qui sont fausses donc dans le fond. Nous travaillons sur ces points à travers des opportunités comme celles que vous nous aviez donc offertes pour parler donc effectivement et informer donc les populations. On organise également d'autres activités, mais aussi on a un service de veille technologique. Quand j'avais présenté la brigade, je disais qu'il y a un laboratoire. Dans ce laboratoire, il y a un service de veille technologique et d'assistance technique qui surfe sur Internet dans le but de détecter tout ce qui est comme faux contenu. Et nous avions donc la possibilité d'auto-saisine. Et à travers donc ce service, des rapports sont faits et nous pouvons donc ouvrir donc des enquêtes sur ces éléments. Aussi, on a lancé une plateforme, voilà, vous le saviez, la plateforme donc Alerte BCLCC qui permet aux internautes de signaler des contenus. Donc, il y a la version web à travers alerte.bclcc.gov.bf et il y a également les versions mobiles accessibles sur les différentes plateformes de téléchargement donc applicatifs qui vous permet de télécharger l'application Alerte BCLCC et de signaler par exemple ces types de cas pour nous permettre donc de les prendre en charge très rapidement. En cas d'usurpation d'identité, il est donc possible pour le téléspectateur, l'auditeur, de se rendre à la BCLCC ou de passer par la plateforme pour un signalement. Oui, c'est en cas donc d'usurpation d'identité, si ça vous concerne et que vous souhaitez déposer une plainte, nous vous conseillons de vous déporter donc dans notre service pour déposer formellement la plainte en fournissant également les éléments donc de preuve à l'appui pour permettre et faciliter donc les enquêtes. Maintenant, vous pouvez avoir constaté l'information et vous saviez qu'en fait ce contenu il est fake. Même si vous doutez du contenu, vous pouvez le signaler et nous allons l'analyser et prendre les mesures qui s'y en fonction donc de sa véracité. Un dernier conseil à l'endroit de nos internautes qui n'hésitent pas à partager des informations dans des groupes WhatsApp sur Facebook sans pour autant vérifier la véracité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on se retrouve face à une information que l'on reçoit sur son téléphone afin de ne pas prendre des risques d'une peine d'emprisonnement d'1 année à 5 ans? Le principe, il est clair, il faut s'interroger et là, je les envoie faire juste ce processus donc de vérification. Lorsque vous recevez une information, vous ne saviez pas si elle est vraie ou fausse, il faut préalablement mener donc une petite recherche. On a dit que c'est la RTB. Allons sur la page de la RTB, à la date indiquée, à l'heure indiquée, est-ce que je retrouve le contenu? Je ne le retrouve pas. Alors, ce contenu, déjà, mon esprit critique donc est engagé. Alors, j'évite donc de le relayer. Là, vous aviez vérifié sur une source, à travers une source fiable, un média qui est fiable. Et là, vous êtes à la conclusion que ce n'est pas vrai, vous ne diffusez pas. Vous pouvez faire la recherche que vous ne trouvez pas de réponse. Là aussi, il faut éviter parce que vous n'avez aucune source fiable. Si vous trouvez aussi une source qui est, par exemple, qui ne provient pas, par exemple, d'un média, l'information, vous ne l'avez pas entendue, par exemple, sur WattFM, vous ne l'avez pas entendue, par exemple, sur True TV, et là, vous mettez à relayer donc, ce type donc, de contenu. Alors, c'est dire que vous n'aviez pas eu une source fiable, et là, ça limite. Et là, il faut retenir que dans le dernier principe, Internet n'est pas un domaine de non-droit, et tout ce qui est publié sur Internet n'est pas forcément vrai. La personne qui est toujours donc au-delà de l'écran n'est pas toujours forcément la personne que vous croyez qu'elle est. Merci à vous, lieutenant Julien Legma. Vous êtes le chef de service de la collaboration policière de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DG Info de True TV et WattFM. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à True TV et WattFM. Ainsi se déroule le DG Info. Nous abordons toutes les thématiques et on referme ainsi ce numéro du jour. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. True TV,
La télé interactive.